Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Monday Night Raw du 25 juillet 2022 au Madison Square Garden, New York City. Je suis RM pour m'accompagner dans cet événement exceptionnel. J'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Giscal qui s'est laissé en silence, Giscal censuré. Un génie de plus sur cette planète. Bonjour à tous. Bonjour Voilà. Yael, salut tout le monde. Bah ouais, en plus j'étais en train de dire que j'étais super chaud pour ce Raw au Madison Square Garden parce que ça me faisait grave plaisir qu'on soit là-bas et ça me faisait tellement plaisir que tu vois, j'appuie sur tous les boutons et je me mute. Voilà. Incontrôlable, Incontrôlable, Giscal. incontrôlable. L'excitation était au top dans cette salle où il faisait chaud, hein, visiblement, parce que tout le monde était en nage, tous Oui, les contrairement à superstars. d'habitude. Oui, d'habitude, tout le monde en sort sec, Ils sont pas besoin de tous passer à secs, la bien mat. douche. Ouais, c'est ça. Là, il devait faire chaud, il a un petit souci de climatisation. Ah, c'est un vieux bâtiment, quand même, le Madison Square Garden, mine de rien, hein. Ah ouais, beaucoup Mais d'histoire en effet. ouais, iconique. Et on a eu droit à un épisode de Monday Night Raw iconique, tout simplement, puisqu'il est le premier Monday Night Raw de l'ère post Vince McMahon. Alors, je ne sais pas qui était vraiment aux manettes ce soir-là. Mon bon Giscal, tu as peut-être des informations backstage, mais en tout cas, Aucune. c'est aucune information, bien sûr, Non, évidemment. non, c'est-à-dire que j'en avais déjà aucune à l'époque où il était aux manettes. Donc maintenant, là, non, j'en ai encore moins. Vous voyez, chers auditeurs, chers auditrices, je sais toujours bien m'entourer de gens, insiders, des gens qui savent tout sur rien. Voilà, j'aime beaucoup commenter sur les choses dont je ne connais rien. Je- Absolument. Écoute, tu étais tellement excité que tu as appuyé sur tous les boutons. Je pense que à la WWE aussi, ils étaient tellement excités qu'ils ont appuyé sur tous les boutons ou ils ont oublié d'appuyer sur certains boutons parce que l'épisode a commencé dans le Oui, chaos total, la pure bagarre, une brawl entre le Miz et Logan Paul. C'est rare de commencer par un épisode où on arrive au cœur de l'action. Et bien, c'est ce qui s'est passé au Madison Square Garden. Pas de temps à perdre. C'était la grosse bagarre entre les deux hommes qui visiblement n'avaient pas le temps et pas l'envie d'attendre samedi, ce week-end, hein, pour SummerSlam, pour s'affronter. Les tout le staff, hein, les agents de sécurité, les agents techniques, les agents du catering étaient venus là pour empêcher les deux hommes, arrêter les deux hommes d'en venir aux mains. La tension est énorme entre Logan Paul et le Miz. Je crois que l'amitié entre les deux hommes est totalement derrière nous. Il y a des points et des coups de poing qui ont été donnés, hein. Les deux hommes se sont envoyés des manchettes à tire-larigot. Et Logan Paul a placé un spinebuster, il me semble, en plus sur le Miz pour faire bonne mesure. Ou alors c'était sur un homme de main, je ne sais plus. Mais en tout cas, grosse bagarre là pour commencer, mon bon Giscal. Voilà, en 2 minutes, on était déjà au cœur de l'action. oui, c'est ça, exactement. C'est ça qu'on aime. Non, non, ça m'a pris par surprise. C'était super cool. Changement de vitesse, un petit peu direct, pour donner le sentiment. Et sentiment, c'était réussi. Que ce show au Madison Square Garden ne serait sans doute pas un show comme les autres. Et donc, bah ouais, on savait pas trop, on n'avait pas le temps de respirer. Donc très très sympa cette entrée en matière, originale. J'ai beaucoup aimé. Ça a donné beaucoup de punch, au début du show et beaucoup d'intensité nécessaire, hein. Je pense que voilà, ils avaient beaucoup parlé, beaucoup blablaté sur les réseaux sociaux les semaines précédentes. Il y a beaucoup de moqueries et tout, mais beaucoup de testostérone. Et donc là, c'était exactement, je pense, que ce qu'il leur fallait. J'ai même envie de dire qu'ils auraient pu en rester là. On en reparlera sans Mm. doute plus tard. Mais ouais, ouais, très très bonne entrée en matière. Je vois où tu vas en venir, effectivement, on en parlera plus tard. Hmm. Je peux déjà spoiler, je pense. Je suis d'accord avec toi, tout simplement. C'est rare que nous soyons en désaccord, la preuve, voilà. Ouais, une Je nouvelle suis... fois. Et Sans, voilà, sans même, sans même dire ce qu'on a en tête. Ça, je ça, ne c'est sais pas de quoi fantastique. tu parles, mais je suis Oh. d'accord avec toi. On a enchaîné derrière avec le lourd, le costaud, la tête de la table, Roman Reigns, la musique du chef tribal retentit une fois que le ring a été nettoyé. Notre chef à tous, voilà, le champion WWE universel Undisputed débarque, accompagné de toute sa cohorte, hein, les frangins Ouzo et évidemment l'homme sage, Paul Heyman. Donc,
Roman Reigns arrive, il se baigne dans les vivas, les huées de la foule, il fait réagir Roman Reigns, à n'en point douter. Reigns commence par cette phrase. Madison Square Garden. La foule est en délire, on sait tous où il veut en venir. Acknowledge me. Et là, c'est reparti, le toit du Madison Square Garden va exploser, la grosse pomme va exploser de l'intérieur. Paul Heyman récupère le micro, il nous souhaite la bienvenue sur The Island of Relevancy. Mais un souci technique, Giscal. Paul Heyman, comme toi, est censuré par la technique. Exactement. Il a dû appuyer sur un bouton, je sais pas. Vous êtes sur la même longueur d'onde, la même fréquence. Paul Heyman nous dit qu'on a sûrement, à la technique, ça doit sûrement être un gars du New Jersey, parce que pour être aussi naze, de quoi il demande à ce qu'on écrive son nom, c'est même Roman Reigns qui lui chuchote cette idée. Il lui dit ce sera le prochain qui sera sorti, le prochain qui va être tout simplement viré, qui va devoir prendre la porte. Alors la foule fait ouais. Et ce n'est que le début de petites répliques bien senties rapport à cette actualité que nous avons mentionnée en début de show. Alors, Paul Heyman, il y va. Il nous explique. Brock Lesnar, c'est un party pooper, un party crusher, un gâcheur de soirée. Il a ruiné quoi, Giskel? Il a ruiné la streak d'Undertaker. Tu t'en souviens? Ah, ça oui. Il a ruiné le Hustle, Loyalty, Respect de John Cena en l'envoyant à Suplex City. Ça, tu t'en souviens aussi? Ah, ça oui aussi, oui. Et là, il veut tout simplement ruiner les bons temps, la belle époque, le plaisir de Roman Reigns. Et c'est pour ça que Roman Reigns, il le prend très personnellement, Giscal, parce que Roman Reigns, il est fatigué. Et là, on voyait bien sur son visage, grand acteur, Roman Reigns. Chaque petit détail sur son visage, chaque petit muscle est utilisé avec intelligence pour faire passer toute une tonne d'émotions. On sent qu'effectivement, il lui passe sous la peau, là, Brock Lesnar, il en a marre. Il nous parle de Legacy. Donc, il va falloir les Knicks contre les Celtics, les Red Sox contre les Yankees, Hogan contre le Macho Man, Randy Savage, Stone Cold Steve Austin et le Rock. À chaque grand nom, un autre nom, souvent, est accolé. Et c'est vrai qu'on parle souvent de grandes rivalités avec les grandes Legacy. Il n'y a pas de... On peut pas avoir de Legacy sans rivalité, en fait, Giscal. C'est pas possible. Absolument, c'est ça. Voilà. Il faut toujours un rival d'anthologie pour créer sa légende, pour forger sa légende, son chemin, sa voie vers l'éternité, vers l'immortalité. Tout le monde a eu son némésis, sa némésis d'ailleurs. Et donc voilà, on est en train de dire que Brock Lesnar et Roman Reigns, c'est de cette veine-là. Oui. On a eu Giscal versus Ringside aussi, par exemple. Notamment, et ça continue encore. Mais encore plus proche de nous. Ah oui, il y a une rivalité sur 6 ans maintenant. C'est vrai que ça commence à être long. Ouais, on commence à faire des beaux packages vidéo maintenant. Ils sont fatigués, ils en ont marre de Lesnar là, qui lui colle à l'arrière-train. Et c'est pourquoi SummerSlam, Brock Lesnar ne sera même plus capable de tenir debout, tout simplement. Et là, musique de Theory retentit. Roman Reigns rigole doucement à l'arrivée du plus jeune porteur de mallette de Money in the Bank de l'histoire de l'humanité. Et là, pendant que tout le monde se rigole un petit peu en voyant Theory débarque, il dit Theory balance, il dit vous parlez beaucoup là, mais vous avez semblé oublier le détail le plus important dans cette histoire, c'est qu'à SummerSlam, je vais récupérer mon titre US, je vais cacher ma mallette, mon contrat au main event sur le gagnant, et c'est là que je vais devenir donc le champion universel WWE Undisputed. Mais il ne monte pas tout de suite sur le ring, Theory. Il s'arrête avant. Et ça, Roman Reigns, Giscal, il l'a vu. Et il lui dit qu'est-ce qui se passe là, Kido? Pourquoi tu t'arrêtes? T'as peur ou quoi? Allez, viens, n'aie pas peur, viens jusqu'au bout. Je t'ai entendu, viens discuter. En général, quand on te dit ça, vaut mieux reculer et puis ne pas demander ton reste. Theory débarque, il tient quand même sa mallette, il hésite un petit peu. Reigns dit à Heyman, on l'aime bien lui, non? Il est gentil, il est sympa, ouais. Ça sent trop l'embrouille, quoi, que les mecs des roubleurs commencent à discuter comme ça, tu sais, ça sent pas bon pour moi. T'es dans une petite ruelle sombre et il y a 3-4 loupards qui t'ont dit, mais viens. Allez, viens, c'est sympa. C'est quoi là que t'as dans ta mallette? Vas-y, monte. Puis t'as tout le monde qui t'entoure, tu vois. T'as un des loupards qui est là, qui est en train de t'inspecter la tête, là, tu peux sentir son souffle. Ouais. C'est quoi là, je vois pas bien, vas-y, montre. Là, il dit, regarde,
Regarde là, le petit jeune là, il sait pas quoi faire de sa mallette, il se rend pas bien compte, peut-être qu'il aurait besoin d'un homme sage, un conseiller comme toi. Toi, tu es mon conseiller. Il dit, bah moi, je veux bien être ton conseiller. Sur lui, moi, Roman Reigns, je veux bien te conseiller. Et écoute-moi. Premier conseil de vie. Regarde bien autour de toi. Analyse bien la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que ce soir, ton papa n'est plus là. Your daddy is not here anymore. Alors là, la foule s'embrase. Évidemment, on fait référence au papa, la figure paternelle de Theory. Vince McMahon, tout simplement, n'est plus là pour épauler son jeune protégé. Alors là, t'as les chants Who's your daddy? Daddy is gone. Ton papa est parti acheter des cigarettes. Voilà ce qui s'est passé. La vérité, Jessica, les Roman Reigns, c'est celui qui runs the garden now. Et au moment où tout le monde s'en va, Jay fait une petite tape dans la nuque. Toi, voilà, on parlait de Jeune Roublard, dans la nuque de Theory. Et Theory ne se laisse pas marcher dessus. Il met un grand coup de mallette dans, dans la tête à Jay. Il commence à s'emballer. On dit, voilà, ça part en couille. T'es fou, là, Theory. C'est le petit, toi, le mec qui se fait bully, qui enfin réagit, toi, qui met un coup comme ça, mais qui juste après dit, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il se laisse pas démonter, il se laisse pas faire. Alors, Roman Reigns, il retient les cousins, là. On se calme, on se calme. Et puis voilà, ça se termine comme ça enchaînera après sur un match. Écoute, Theory en plus il prend le micro, mais ça va passer sur autre chose. Il dit, enfin si, il dit, voilà, c'est pas l'intro que je mérite, c'est pas l'entrée que je mérite. Euh, voilà, j'ai bien profité de ce que Roman Reigns m'a dit, et puis après il se fait interrompre par Drew McIntyre. Mais avant qu'on arrive par là, quelle intro là, quelle promo, une masterclass. Entre Roman Reigns et Theory. Il y avait une tension, une intensité, j'ai trouvé, qui était assez folle. Au-delà la petite pique à l'actualité qui était quand même bien sentie, il faut l'avouer. Très bien senti. Ouais. C'était superbement interprété. Moi, j'étais tendu, tout simplement, Jessica, tendu. Exactement, non, c'est ça. C'est des segments qui captivent. Voilà. Moi, j'étais complètement scotché à mon écran. Je regardais le truc. C'était bien écrit, bien interprété, bien calibré. Tout sonnait juste. On avait vraiment une petite scène de vie face à nous qui était bien fichue avec les bonnes personnes. Euh, et tout le monde était bien dans son rôle. Roman Reigns, il est tellement au-dessus de tout le monde. C'est impressionnant, je trouve, l'aura qui dégage. En plus, maintenant, on le voit de plus en plus rarement. Donc, c'est vrai que ses entrées font toujours un effet incroyable. Bon, il s'est payé même le luxe d'avoir. La WWE sait que son entrée est tellement dingue qu'il s'est payé le luxe d'en avoir deux, c'est lundi soir là. Mais donc, toute son entrée, t'as l'impression qu'il pourrait faire une entrée à l'Undertaker pendant 20 minutes, que de toute façon, on continuera à regarder l'écran. En fait, on le regarde juste marcher avec son crew vers le ring. Que rien que ça, déjà, c'est un événement, ce qui est quand même, ce qui démontre un peu quand même le niveau, l'aura et enfin, la stratosphère dans laquelle il est par rapport au reste du roster. Il n'y a personne comme lui à part Brock Lesnar, je pense, donc c'est assez dingo. Donc le Madison Square Garden lui mangeait dans la main. C'est vrai que l'ambiance était assez exceptionnelle. Je trouve que ce qu'ils ont construit avec la Bloodline, c'est vraiment fantastique, c'est super moderne, c'est exactement ce qu'il faut pour une faction heel aujourd'hui. Les mecs, c'est de l'or en barre en fait, hein. C'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'il faut que personne, aucun des trois ne perde la ceinture avant une éternité. Mais c'est assez dingue. Et tout cet écosystème un peu qu'il y a, enfin, ce jargon, ce champ lexical qu'ils ont sur l'île de la Relevancy, le wise man, le chef de tribu, enfin, ce côté tribal, un peu sauvage, en même temps c'est genre ultra viril. Enfin, tout est vachement bien pensé. Donc bon bah voilà, donc il est dans son rôle d'alpha male, de chef du show, et arrive le petit rookie. Donc c'était vraiment génial parce que moi, je continue à penser que ce qu'ils font avec Theory, c'est masterclass après masterclass toutes les semaines. Il est toujours dans les bons angles, intégré de la bonne façon, et on a vraiment une évolution sur ces derniers mois avec Theory qui est exceptionnelle au-delà de son travail personnel qui est fantastique. Ses promos sont de mieux en mieux, son ring work est de mieux en mieux, mais là c'est aussi son utilisation qui est de mieux en mieux parce que voilà, donc on a
on a eu un développement tranquillou. Il gagne en confiance, il a gagné la mallette et maintenant c'est presque qu'il se sent plus pissé, tu vois. Genre, enfin, il est, il est complètement, il est aveuglé par son succès. Et là, en fait, il se heurte à un mur sur ce lundi. Et Et c'est quel assez mur! marrant. Et ouais, et ce changement de dynamique est assez drôle parce que sans interaction physique, quasiment, d'un seul coup, je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais est arrivé comme d'hab, le torse bombé, la démarche un peu, il roule des mécaniques, un petit peu comme son papa d'ailleurs le faisait, hein, Vince McMahon, il arrive dans le ring, bam, les épaules qui bougent et tout, il est tout fiero, comme il a l'habitude de l'être. Il rentre dans le ring et on a l'impression que il se recroqueville, il perd tout le feu qu'il a dans les yeux. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou si c'est vraiment Roman Reigns qui presque est tellement charismatique qu'en fait il l'éteint, mais du coup je trouve que la dynamique est parfaite parce que ah, il se transforme en petit garçon et du coup face au public et là tu te dis bah ouais mais en fait c'est vrai qu'en fait c'est encore un rookie et tu fais t'es en train tu vas te faire démonter genre t'es un malade et donc je trouve que c'est assez drôle parce que d'une certaine manière dans le kayfabe ça le remet un peu les pieds sur terre. Ce qui est super intéressant parce que voilà, il a passé des semaines à faire le charlot, à dire moi à SummerSlam, je vais cacher face aux deux plus gros mecs de la WWE depuis 5-6 ans quoi. C'est vraiment le top du top. Le mec il est en train de dire je vais arriver, je vais leur prendre la ceinture. Et là, hop, d'un seul coup, juste avant le pay-per-view, on lui met une bonne grosse tarte dans la nuque. Il dit vas-y maintenant gamin, tu vas te détendre. Et il a passé tout le show à se faire bisuter et j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Et ça rebat complètement, je trouve, les cartes. Ça remet en perspective aussi un petit peu son personnage, qui est un gamin, euh, qui est pas juste un petit jeune charismatique qui se la pète comme il y en a des dizaines chaque année qui tentent leur chance comme ça. Mais non, là c'est un petit. Bah, en fait, les gars, on t'appuie sur le nez, t'as encore du lait qui sort, quoi. T'es un petit morveux, calme-toi. Regarde Who's Your Daddy, c'était exceptionnel. Et le public a évidemment beaucoup fait pour que le segment soit fantastique. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bon. Et ça ne pourra avoir que des effets bénéfiques pour Théorie derrière parce que justement, ça va être intéressant de voir ce qu'il fait de cette humiliation. Il s'est fait mener par le bout du nez pendant 3 heures quasiment, parce qu'il a été encore une fois dans tous les bons coups. Il va revenir un peu plus tard. Euh, donc c'est très très fort ce qu'ils font, je trouve. Et ce segment était dingue. Ouais, l'écriture vraiment pour ce perso et tu as raison de souligner tous les petits détails, notamment quand il se fait clouer le bec, euh, tout son acting, et, on voit il a la lèvre qui tremble un petit peu, tu sais. On sent Exactement, qu'il est hyper nerveux il a et l'œil d'un seul coup qui devient tout terne. Tu sais, oui, tu te dis, et c'est marrant parce mais il reste quand même, toi, il se recroqueville pas, genre, quand un ours t'attaque, il se met en boule. Non, non, il essaye quand même bah, comme tu dis, il a quand même son ego, et il reste debout, toi. Et ce petit coup de mallette, j'ai trouvé ouais, vraiment bien fait. Ça ressemble vraiment à un sale petit coup que tu fais dans le dos, ouais. une fois que enfin, voilà, que le danger commence un peu à s'écarter. Tu sais, c'est un peu, c'est pas très courageux, toi, mais il le Bah fait non, quand non, même. Il le fait quand même, non. et commence à se retourner contre lui. Il se dit là, oh merde, oh merde, oh merde. Ouais. Mais il reste quand même là. Donc, il y a cette dynamique un peu, effectivement, bah, de gamin, enfin, ou d'adolescent, là, qui essaye un petit peu de se rebeller, mais qui, voilà, il est au milieu c'est comme quand tu te retrouves au milieu de tous les darons, Ouais, c'est ça. de la mafia, là, qui sont en train de fumer le cigare. Et puis là, oula, tu Ouais, et commences donc à, il se prend vraiment un gros coup de pression, quoi. ah, C'est ça qui est très drôle, quoi. Et donc enfin tout son personnage, sa bravado là, vole en éclats d'un seul coup face à la Bloodline. Et, et ouais, et ce petit coup de mallette, c'est vrai, t'as raison, c'est un joli mix à la fois de couardise et de bravoure. C'est-à-dire que il était un petit peu dans la position du face, hein, dans tout ça, il se faisait humilier, machin, t'es qu'un gamin, hein, et puis hop, il met un petit coup de fouinasse derrière parce que le naturel revient au galop. Et du coup, c'est ce qui lui coûtera derrière de se faire tabasser, à juste titre ou pas. Enfin, c'était vraiment le passage le test du feu, quoi. Ouais. bon alors tout ça tu lui as dit, il reste dans l'action. Theory, voilà après son introduction, il a affronté ce soir, il est interrompu par Drew McIntyre. Il a un match ce soir, tout simplement. Il y a Theory et Sheamus qui affrontent Lashley et McIntyre. Alors au début, ça commence en solo, hein.
Au Ouais, début, en fait, c'était c'est ouais. au début, c'est un match solo entre Theory et l'Écossais. Mais ça va vite partir en couille parce que je crois que c'est Sheamus hein, qui débarque et qui fout le Ouais, bordel tout à fait. avec C'est ses avec hommes, ses sbires, ses avec sbires hein, qui cherchent la ses bagarre. brutes. Ouais. Et c'est Bobby Lashley qui vient à la rescousse, Et, de l'Écossais. Donc pareil, une grosse ambiance dans le Madison Square Garden et on se retrouve avec un match tag team playa, Theory et Sheamus contre Lashley et McIntyre. On a donc le match qui commence. Grosse bagarre physique, hein. Grosse bagarre physique. Là, on a quand même. On parlait de Theory, le gamin au milieu des darons. Là, franchement, c'était les tontons là qui étaient là. T'avais Bobby exactement, c'est Lashley, ça. Drew McIntyre et Sheamus dans le même ring. Le pauvre Theory, alors il s'est bien défendu, hein, mais c'est vrai que là, c'était quand même du costaud, du gros lourd. Il a quand même pas mal valdingué dans tous les sens, notamment avec Bobby Lashley et Drew McIntyre. Enfin, tu mets ça en tag team, je sais pas trop ce que tu peux faire vraiment là face à ces deux buffles. Malheureusement, je crois que à la fin il y a un DQ. Comment ça Ouais. se... Ah, enfin, en fait, non, non, pas un DQ. c'est. Non, non, T'as c'est pas un DQ, c'est une Bobby victoire. Lashley qui fait abandonner Theory Oui, dans le Hurt Log pour obtenir la victoire. sur une On petite a eu distraction de notre ami Dolph Ziggler. Ouais. ouais, c'est ça. On a eu effectivement Dolph Ziggler qui était là, qui a fait une diversion et qui a donc permis à Bobby Lashley de placer sa prise de soumission et de faire abandonner le pauvre Theory qui en aura, voilà, qui en pouvait plus là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions fortes pour lui ce soir et ça n'a pas terminé, ce n'est pas terminé puisque juste après ce match, hein, c'est bien ça, il se fera attaquer par la Bloodline sous le Titantron. Et oui, Et et voilà, oui, voilà ce gamin. qu'il en a coûté. Et oui, gamin. Ouais, non, bah, c'est ça, hein, dure soirée hein, pour Théorie, qui en a pris plein la tronche, au micro, dans le ring, hors du ring. Sale soirée pour le petit qui a toujours la mallette, donc il reste toujours en position de force, mais bah, voilà, qui s'est pris un bon paquet de pichenettes dans le nez, là. Ça va le calmer un peu. Donc non, non, bah, c'était un super prolongement à l'ouverture du show. Super prolongement parce que déjà, j'ai trouvé que les matchs étaient bons. Et puis en plus, assez intéressant dans la façon dont ils ont été construits. L'enchaînement, alors pourtant, j'avoue, j'étais un peu naïf devant mon écran parce que j'ai commencé un peu à gueuler au début quand ça a commencé. Parce que Drew McIntyre contre Austin Theory en Go Home Show, je trouvais que c'était ultra casse-gueule comme match. Enfin, c'était deux mecs qui étaient assez chauds, qu'on met face à face, pas du tout envie de voir l'un des deux perdre. Et donc, c'est forcément un truc qui va finir un peu en eau de boudin. Et je trouve que c'est vraiment dommage de faire ça sur des go home shows. Et en fait, bah, je suis un peu con parce que j'avais pas pensé que, bah, évidemment, il y a Sheamus qui allait débarquer pour la DQ et que ça allait faire un tag team et tout. Mais bon, en tout cas, voilà, passer ça, du coup, l'enchaînement était bon parce que ça a permis, en fait, à Théorie d'avoir un énorme match contre Drew McIntyre parce qu'en fait, ils sont catchés quand même pendant Une dizaine de bien minutes, ouais. une dizaine de minutes tous les deux. Ils se sont mis sur la tronche et Theory a été très très loin d'être ridicule et Drew McIntyre a vraiment bien worké pour lui. C'était un match très très physique, très sympa, j'ai trouvé. Et puis bon bah voilà après distraction et on met Bobby Lashley et Sheamus dans le mix pour faire un tag team. Donc tout ça est plutôt bien fait dans une optique de go home show et en même temps de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez parce que bah, il faut pas oublier que Sheamus et Drew McIntyre ils ont un match à SmackDown qui est super important ce vendredi pour déterminer qui sera le challenger au titre pour le prochain pay-per-view. Donc là, on pense, on a même un, voire deux coups d'avance, hein, parce que Théorie, il est mêlé à tout ça. On a du build-up pour vendredi, du build-up pour après SummerSlam, du build-up pour SummerSlam, avec du coup Lashley et Théorie qui Bah ouais. sur la tête. Et Lashley Dolph qui revient, Ziggler, lui qui avait été absent la semaine dernière, ça, là, exactement. Il revient, il fait une bonne presta, parce que le tag team match, j'ai trouvé, était bien, bien costaud aussi. ouais. Très sympa à suivre. Et Dolph Ziggler, toujours dans le coup aussi, qui vient juste sur son Parce que smartphone, distraire Théorie et tout. Donc, il se passe plein de trucs, encore une fois. Grosse, grosse première demi-heure, hein, franchement, de Raw. Et énormément de trucs. Et toujours au centre de tout, Théorie. Donc c'est vrai que ouais, je suis complètement fan, hein.
Ouais, tu l'as dit. Non, tout ça. On a passé à ce moment-là, on a passé quasiment 1 heure à construire Ouais, même cette 1 heure. théorie en fait. Ouais, exactement. Voilà. Et, de toute façon, c'est ce qu'on se dit depuis plusieurs semaines. Il a ces 3 prochains mois quasiment qui sont bookés, lui. Donc, de plus en plus curieux de voir ce qui va se passer à SummerSlam. Parce que voilà, en ce moment, c'est lui qui monte. Hein. Ouais. Une voiture débarque dans l'arène. C'est Rey Mysterio, son fils, sa femme, sa fille sont là ce soir pour célébrer les 20 ans de carrière de Rey Rey à la WWE, mon bon Giscal. Hein. 20 Et ans oui, déjà, 20 ans. 20 ans. Ça nous rajeunit pas. Il vient, il est au micro, il dit que ce soir c'est une soirée spéciale. Il nous raconte, voilà, il avait 14 ans quand il a eu son premier match au Mexique. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il serait catcheur, hein, qu'il affronterait des superstars dans un ring de la WWE, voyager à travers le monde, à gagner de l'argent. Est-ce qu'on le paye pour faire ça? Ça, il y croit toujours pas. C'est bizarre ça. Oui. Make money. Trop drôle Incroyable. comme il dit ça. Puis la foule est là, ouais, ouais, il fait de l'argent, il gagne de l'argent. Ouais. Les temps sont durs, bravo, ouais, ouais. Et puis là, évidemment, il nous parle, bah, qu'est-ce qu'on disait au début de show, des grandes rivalités, hein. Donc voilà, Legacy, rivalité, évidemment. Tous ces hommes qu'il a affrontés, qui sont devenus des amis aussi. Alors, il nous parle de Dean Malenko, Conan, Batista, Kurt Angle, Edge et le grand Eddie Guerrero. Voilà, il est latino, il est devenu champion à WrestleMania 22. Tous ses amis qu'il a listés, là, voilà, il en place une pour Eddie Guerrero, évidemment. Il le manque, hein, il lui manque. Chaque jour, il pense à lui. Thank you, Eddie. Euh, je crois que voilà, je veux pas faire le service final, mais je pense que le jour où Rey Mysterio rejoindra Eddie Guerrero, c'est comme si Eddie Guerrero sera mort une deuxième fois, hein, parce que Oui, Rey oui, c'est vrai Mysterio et que Eddie Guerrero, ah oui, c'est quelque c'est quelque chose. Hein. chose. Ça a l'air d'être quelque chose de très fort. C'est vrai que Ouais. c'est quasiment systématique. La Ouais. famille, on remercie tout le monde, Angie, Alia, donc c'est voilà, ça fait plaisir. On voyait tout le monde acheter, étonné de pas voir Buddy Murphy, hein, le gendre là, il est où? Le gendre idéal, oui, c'est vrai. Et puis voilà, il est fier de son fiston, hein, Dominique. Alors, par contre, ce serait bien que tu ailles chez le coiffeur, Dom. Je suis fier de ce que tu es devenu. Et puis, il sait que Dominique représentera la famille Mysterio, la legacy hein, de Rey Mysterio, enfin de la famille Mysterio jusqu'au bout. Il remercie le WWE Universe, le MSG, le Madison Square Garden ce soir. Je vous aime, tout le monde vous aime. Il place quelques mots en espagnol. Viva mi razza, c'est la fin de cette belle promo. Tout le monde applaudit, y compris un Irlandais, Finn Balor, qui a rien compris à la fin de la promo en espagnol. Hey, bravo, Oui, bravo. D'accord, d'accord. Et Damien Priest est de l'autre côté, car ce soir, Giscal, les 4 hommes ont un match, tout simplement. tout simplement. Ah ben Euh, écoute, qu'as-tu ouais, pensé de cette petite promo voilà, finalement, c'était la promo officielle, le message officiel de Rey ouais, Mysterio bah pour ses 20 écoute, ans. alors c'est plus un commentaire à mettre en perspective de l'ensemble de tout ce qui s'est passé avec Rey Mysterio sur l'émission, pas que sur cette promo. Mais à Ouais. la limite, on va l'évacuer maintenant. Mais j'étais un peu déçu de ce moment. Bon, très sympa d'entendre sa promo, elle était bien, Rey Mysterio. Bon, après, promo d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment une promo? Bon, c'est-à-dire, il a pris le micro et puis il s'est fait plaisir. Il a remercié un peu tous Oui. les gens qui voulaient remercier. Et c'est très sympa et ça fait plaisir de le voir heureux et de célébrer le moment. Mais j'ai trouvé que, en fait, c'était plus vis-à-vis de la WWE que j'étais un peu déçu parce que on les a connus quand même un petit peu plus fast, un petit peu plus prolifiques en termes de célébration pour leur légende. Euh, J'aurais préféré, par exemple, plutôt que d'avoir une sorte de fête d'anniversaire de gamin de 7 ans là, dans un pauvre petit vestiaire du stade où ils ont mis des ballons au mur, bah, je sais pas, d'avoir quelque chose dans le ring, un peu de déco, Hmm. un peu de pyro, un peu ouais, je sais pas, un peu plus de fanfare, quoi, un peu plus, c'est quand même Rey Mysterio, c'est ses 20 ans. Au final, cette promo, ça aurait presque pu être une promo de milieu d'année, n'importe quand, en fait. Il aurait tout à fait pu prendre le micro pour n'importe quand, pour dire, bah tiens, en fait, ça fait super longtemps que je suis à la WWE, merci à tous, c'est trop cool.
J'ai pas senti du tout l'effet anniversaire, quoi. C'est un peu ça. Donc j'ai trouvé sa promo très service minimum, mais pas de sa part. C'est-à-dire que lui, il est venu se faire un kiff, mais plus de la part de la WWE. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas spécialement voulu faire plus que ça? Je pense pas que ce soit incompatible avec tout ce qui s'était passé dans le reste de l'émission et dont on parlera après. Donc ouais, je trouvais que c'était un peu cheap, c'est-à-dire que n'importe le moindre Kevin Owens show a plus je trouve, a plus de jazz, de fanfare, de peps que cette fête d'anniversaire, quoi. Donc pas dingo, quoi. Je suis d'accord avec toi, il n'y a même pas forcément eu de gros packages vidéo tout au long de la soirée. Non, ouais, non. Pas eu de, comme tu dis, c'était assez. Oh, c'était juste l'homme au milieu, voilà, au milieu de ses fans, avec sa famille et tout. Mais c'est vrai que ça manquait un peu de, ouais, de gala, de prestige, un peu de folie peut-être. Enfin, c'est quand même un personnage très particulier, assez original, Ouais, et le puis haut en Mysterio. couleur, quoi. Ouais, c'est. Ouais, ouais, c'est ça, ou en couleur, toi, effectivement, ça aurait pu se traduire. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire, c'est faire venir la famille avec lui déjà dans le ring, toi, et puis avoir, alors pas forcément avoir des piñatas partout, mais Ouais, avoir un esprit de fête, quoi, vraiment un ouais, c'est esprit ce de que j'allais dire. célébration. Ce que j'allais dire, c'était pas obligé de faire le truc genre ultra cliché comme on a l'habitude avec piñata et compagnie et tout quoi, et des sombreros partout. Mais bon, quand même. Ouais, mais quand même, un peu plus, quoi, un peu plus un petit peu plus de folie, un peu plus de couleur. Mais écoute, ça a été assez sobre. Et puis de toute façon, il y a eu un match derrière, donc il fallait quand même aussi être prêt à en découdre. Il y avait un match donc entre les Rey Mysterio et le Judgment Day, un match qui a duré une bonne grosse dizaine de minutes avec une belle prestation, hein, l'ensemble des participants. Dominique là, il avait bien révisé pour la célébration des 20 ans de son papa. Rey Mysterio pareil. C'était un match très très solide et qui se termine avec une roublardise, une double roublardise, même une doublardise. Rey Mysterio enfin Finn Balor, Ouais. c'est d'abord Finn Balor qui veut attaquer, faire une voilà, qui veut Ah, il attaquer tente. Rey Mysterio qui veut tenter donc une fausse attaque là, justement à la Eddie Guerrero. Finalement, ça marche pas, ça va se retourner contre lui avec Rey Mysterio qui récupère la fameuse chaise que l'arbitre entre-temps n'a pas le temps de se retourner, et là il attaque Finn Balor, et puis il lui balance la chaise, il l'attaque, et après il se couche par terre. L'arbitre cette fois-ci il voit et commence à dire mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que là, et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, on n'est pas terminé sur une disqualification, heureusement, ça s'est terminé par un double 619 de la part du père et du fils sur Damian Priest et Finn Balor, le Frog Splash, 1, 2, 3, victoire des Mysterio, un beau match et pas de retournement de situation de la part de Dominique. Il aurait pu, voilà, c'était un des scénarios, hein, Giscal, qui était envisagé. Est-ce que Dominique allait gâcher la fête en Ouais, rejoignant c'est vrai. le Judgment Day? Eh bien non, on s'est retrouvé dans les vestiaires un petit peu plus tard. Toute la famille est contente. Rey Mysterio reçoit un cadeau. C'est son fameux costume violet et noir de 97 à Halloween Havoc. Et Rey Mysterio fait, bah, tu l'as trouvé où? Elle fait, il a fallu que je creuse pour le retrouver, tout ça. Il était dans la panière, il était dans la panière, tout simplement. Oui, bah, tu sais, avec le linge violet, comme on n'en lave pas souvent, il est resté au fond. Et quelqu'un vient gâcher la fête, mon bon Giscal. Et ce quelqu'un, c'est une quelqu'une. C'est Rhea Ripley. C'est une Rhea Ripley qui a un t-shirt I'm your papi. Je suis ton papa. Bon, décidément, les papas sont à l'honneur ce soir. La fille de Rey Mysterio, voilà, vient lui tenir tête. Mais Rhea Ripley, qui hop là, qui attaque et qui kidnappe carrément Dominique. Elle le tire hors de la salle, hors des vestiaires. Et les Mysterio se font passer à tabac par le Judgment Day. Joyeux anniversaire. En fait, d'ailleurs, c'est même marrant. Finn dit, c'est pas ton anniversaire, c'est mon anniversaire. Alors, c'est-à-dire, alors, en vrai, il n'y a pas de, Joyeux anniversaire, Finn, alors. Ouais, ouais, Finn Balor qui fêtait je ne sais quel âge. Mais en fait, en vrai, je trouvais ça marrant parce que c'était très drôle, ça. C'est comme ça qu'on fait naître un méchant, tu sais, quand tout le monde oublie que c'est ton anniversaire. Il s'avère que c'est vraiment son anniversaire en plus. C'est lundi, c'était son anniversaire. Ouais, c'est excellent. Évidemment que tout le monde a oublié son anniversaire. Ouais.
Et puis bah voilà, Rey se fait powerbomb dans les tables et c'est comme ça que ça se termine. Écoute, j'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé et que le retour de Rhea Ripley était la bonne petite surprise du soir. On n'est pas tombé dans les deux dans le scénario basique qui aurait été cette fameuse trahison de Dominique lors des 20 ans de son père. J'ai trouvé que ça c'était plutôt malin. Ouais, c'était en effet plutôt malin. On s'y attendait pas trop de la revoir. Alors moi j'ai plus un souci avec l'exécution générale, mais dans l'esprit, ok. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal ce retour de Harry Ripley. En fait, c'est ce qui me gêne dans l'exécution, c'est un peu la vibe générale de la scène où t'as Rhea Ripley qui attrape Dominique Mysterio. Et là, d'un seul coup, t'as l'impression, parce qu'ils sont quand même 10 dans la salle, et puis il y a des mecs aussi, tu vois, genre, et t'as l'impression que tout le monde d'un seul coup devient paraplégique et ne peut rien faire, quoi. Enfin, c'est le mec se fait attraper, c'est un grand gaillard, il se fait attraper par Rhea Ripley, et il y a les 10 autres qui sont là, attendez, arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Et le mec se fait tabasser, défoncer dans le couloir, mais personne ne peut rien faire. Bon. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé que ça, le beatdown assez rapidement, il sonnait un peu faux, quoi. Mais globalement, je suis d'accord. Belle surprise. Ils ont esquivé ce que tout le monde attendait, hein, parce que d'ailleurs, j'ai trouvé que si on revient à la promo un peu dans le ring, on sentait que le public, et d'ailleurs sans doute moi aussi hein, devant mon écran vu que j'ai remarqué ça, on sentait que le public attendait un petit peu un truc, tu vois. On était très attentif à Dominique Mysterio, ce qu'il faisait derrière Rey, et même après pendant le match et après le match. Il sautillait sur lui-même, on sentait, il y avait un truc. Ouais, il sautillait, il avait l'air un peu tout excité, tout ça, et puis bah forcément, voilà, il y a les rumeurs, il y a les scénarios qui tournent la semaine par rapport à la semaine dernière, donc forcément tout le monde attend un petit peu potentiellement le truc. Donc c'est vrai qu'on s'y attendait tellement que je sais pas si ça a un peu peut-être gâché l'appréciation générale de l'écriture du segment de cette semaine, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi j'attendais tellement ça que du coup, je savais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir. Et puis bon, bah écoute, voilà, retour de Rhea Ripley, très bien, elle est de retour dans le mix. Il y a juste un truc, moi c'est parce que donc là on a parlé du beatdown. C'est donc Rey Mysterio il s'est fait foutre dans une table powerbomb. Après un peu plus tard il y a eu retour en coulisses. Rhea Ripley qui est revenu tabasser Rey Mysterio un peu en fouine alors qu'il était en train d'être soigné. Enfin en fait il s'est fait martyriser pendant quasiment toute l'émission. Et c'est pareil, je trouvais ça un peu chelou de se dire c'est les 20 ans de Rey Mysterio. C'est son anniv, c'est une superstar qui est adorée de tout le monde, ultra babyface devant l'éternel dans les vestiaires et tout. Le mec est en train de se faire déglingue par trois gugus allumés là, et personne ne l'aide quoi. Genre il y a personne pour venir porter secours. Le gars il se fait victimiser pendant 2 heures et il y a personne dans le vestiaire qui se dit tiens on va peut-être quand même faire quelque chose quoi. Donc c'est pareil. Et peut-être pas si apprécié que ça, hein, finalement. Ouais, la suspension d'incrédulité. J'ai trouvé qu'ils ont tiré le truc un peu trop loin parce que plus ils se faisaient défoncer, plus au bout d'un moment la ficelle était grosse. Tu te dis attendez les gars, c'est bon, la sécurité du stade, les médecins, les autres du vestiaire. Enfin, je trouvais que ça sonnait globalement l'exécution était un peu mal fichue. Et le fait que personne ne s'intéresse au sort des Mysterio. Bah, je trouve contribue aussi un petit peu à la critique récurrente qu'on avait toutes les semaines, qui est de se dire, mais en fait, qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe entre le Judgment Day et Rey Mysterio et son fils, et ça donnait vraiment le sentiment qu'on était en train de continuer une feud de mid-card ascendant low-card, en fait. Hein. C'est vraiment, bon, ils se tapent dessus, mais tapez-vous dessus, écoutez, le show continue. Hein. Y a pas on s'en fiche un peu, quoi. Donc... je continue à avoir quand même ce sale goût un peu dans la bouche cette émission anniversaire ne m'aura pas enlevé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, dans l'exécution, c'était effectivement pas fameux ce passage à tabac où tout le monde s'en fout. Alors, ils sont tous au taquet pour que Rey Mysterio gagne des matchs et ramène de l'argent à la maison. Ils sont tous là. Ça va, ça. Hein ouais. Et que le mec se fait tabasser, les tontons, les cousins, il y a plus personne. Il y a plus personne. Ouais, ah, l'esprit de famille, elle est belle la famille Mysterio. Hein. Oh là là, elle est belle. C'était des grattes fric, ça qui sont juste là pour l'argent, Rey Mysterio. Ouais. Ouvre les yeux. Ça pourrait être un angle d'ailleurs. Dominique pourrait dire, regarde, t'as parlé de famille la semaine dernière.
Regarde, ils Ah n'ont bah, pas bougé le ah petit ouais, doigt. ouais. C'est jamais aussi. Ouais, Pourquoi voilà. pas? On Pourquoi pas, non, on les aide. On pourra pas dire qu'on les a pas on les aidés. aide, on les aide. Chaque semaine, on essaye de les aider. Mais ouais. C'est pas toujours évident. Bon, écoute, moi, en tout cas, je suis content du retour de Rhea Ripley, parce que Oui. Rhea Ripley, elle a pas peur de taper tout le monde, y compris des hommes. Et ça fait plaisir quand elle a traîné Dominique sur 20 mètres. Par le depuis mulet. les Ouais. Pas le mulet. Je t'amène chez le coiffeur, toi. Et direction au caddie chez les gants, au toilettage, pour couper cette bulle, et c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de mauvais goût dans la famille Mysterio. Ça, c'est certain. On reprend nos affaires normales. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la promo, c'est la promo de Becky et de Bianca Belair, hein, si je dis pas de bêtises. On a enchaîné derrière, effectivement. Bianca, elle a son micro, mais elle se fait rapidement couper par la musique de Becky, et ça s'appelait pas à Bianca, qui va s'amuser plusieurs fois à l'interrompre à son tour en faisant ses promos de EST, Greatest, Quickest, Speedest. C'était quelques petites punch, quelques petits coups de poing envoyés à droite à gauche avec le micro. Voilà, ça fait quelques mois, quelques semaines maintenant qu'elle se cherche des noises entre les deux. Et Becky, ça l'agace et elle lui met un gros coup de poing. Ça allonge Bianca Belair. Ça commence à partir en sucette. Becky qui tente de placer son manhandle slam. Bianca qui lui met un gros coup de coude là. On se prépare pour le KOD, mais Becky se barre, elle s'accroche aux cordes, elle retombe, Bianca la balance par-dessus la troisième corde, ça se retrouve à l'extérieur, ça se retrouve sur la table des commentateurs. Becky qui est habillée là, qui est pas habillée de circonstances, toujours habillée dans une icône des icônes de la mode hein, qu'on a là, Ah Jessica. ouais, elle est en défilé Balenciaga ou je sais pas quoi tout le temps, elle. Voilà. Ouais. Ah, mais moi j'aurais Becky il faut qu'elle fasse des défilés, tu sais, pour de vrai, qu'elle se fasse inviter par des Ah ouais. créateurs Ouais, de mode ouais. prestigieux là. Franchement là, elle pourrait être simplement une égérie de Et tout mode. à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis les arbitres qui arrivent, les agents de sécurité, la famille Mysterio qui arrive aussi pour arrêter la bagarre. Non, je déconne, ils sont toujours en train de bouffer les petits Non, fours, ils sont en train de bouffer, ouais, exactement, et de prendre des shots de tequila derrière. Voilà. Et puis la foule qui dit laissez-les se battre, et c'est comme ça que se termine cette rivalité, voilà, ils ont déjà fait tout le travail, hein, façon, avec notamment la promo qu'on avait analysée précédemment. Hein. Oui, tout à fait. Non, bah oui, c'est ça. Écoute, ils avaient fait le taf et ils avaient déjà bien positionné, enfoncé le clou, et là ils ont mis un bon dernier coup de marteau dessus. Donc c'était très bien. Ah, si on voulait être tatillon, on dirait que c'est un petit peu redondant avec l'ouverture de show, parce que c'est vrai que l'angle de la brawl, let them fight et les officiels qui viennent séparer, bon, on l'a déjà eu. Ouais. En ouverture d'émission, mais bon, écoute, on va pas priver les femmes de pouvoir avoir elles aussi leur bonne baston à l'ancienne, bien costaud. Moi ça me plaît. En go home show, je trouve que c'est toujours très efficace. Comme tu l'as dit, niveau promo, elles avaient déjà fait le boulot. Là, elles se sont coupées la parole très rapidement, même si d'ailleurs j'ai trouvé, je sais pas si j'ai tiqué un peu, parce que t'as Bianca Belair qui prenait le micro, qui allait parler, Becky Lynch qui arrive tout de suite, et t'as Bianca qui dit attends, je vais te laisser finir, alors que Becky Lynch avait même pas commencé à parler. Je dis attends. Enfin bref, Ouais, ça avait pas beaucoup de sens, mais à la limite on s'en foutait parce qu'elles étaient là pour se coller des pains. Donc ouais, très bien. Écoute, allez, let's go, allez vous foutre sur la tronche samedi. Ouais. Alexa Bliss est backstage. Voilà, elle a un match ce soir contre Piper Niven. Je me demande bien pourquoi les deux Écossaises en ont encore après elle. Elle me lance un défi à Becky Bianca en disant qu'elle surveille leurs arrières. Grosso modo, elle se positionne en first contender pour la suite. Le match donc entre Doudrop, et non pas Piper Niven, Doudrop et Alexa Bliss, qui va durer 4 ou 5 minutes. Alexa Bliss qui va se retrouver sur la troisième corde. Nikki qui va tenter de qui fait tomber Alexa Bliss d'ailleurs. Doudrop qui rattrape Alexa Bliss et qui va tenter de lui faire une powerbomb, mais DDT de la part d'Alexa Bliss. Et la victoire, 1, 2, 3.
d'Alexa Bliss, qui nous explique d'ailleurs qu'elle vend des poupées par milliers, par millions, et qu'elle est force contender. Donc s'il y a un lien entre les deux, ne le cherchez pas. Oui, il est là. Et donc elle s'en va, elle signe des autographes. Bon, voilà, Alexa Bliss qui est la prochaine sur la liste. Écoute, moi je trouve ça un petit peu dommage que ce soit au détriment de Doudrop. J'ai toujours du mal à croire qu'elle puisse battre Doudrop comme ça. Alexa Bliss. Ouais, surtout aussi facilement, entre guillemets. Ouais. En 5 minutes, là, quand même. Faut pas déconner. C'était en effet assez facile. Bon, écoute, elle est plus maligne, on va dire. Elle est plus expérimentée. Elle est plus haute dans la chaîne alimentaire. Donc, voilà, elle a gagné assez facilement, de manière intelligente, on va dire. Mais bon, c'est pas exceptionnel comme booking. Non, mais sinon je retiens quand même la petite promo d'Alexa avant le match qui dit que attention, elle compte et que elle nous parle un peu de sa poupée, de sa nouvelle dynamique, qu'elle va s'attaquer au titre une fois après SummerSlam parce qu'elle compte bien reconquérir sa place au sommet et tout. Là, j'étais là, je dis mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ils l'ont activé, ils l'ont sorti de veille. Et elle est sortie de veille. Et attendez, on a un segment avec une femme qui est en train de nous raconter des choses et qui nous parle de ses aspirations, de sa personnalité, de ce qu'elle veut faire dans plus que dans 2 heures. Voilà, là, je tombais des nues. Là, c'est pas possible. C'est exceptionnel. Alors, rien que pour ça, je suis obligé de mettre un 5 cette semaine à Raw. C'est fantastique. Donc Alexa Bliss a découvert qu'il y avait des ceintures, qu'il y avait un show de catch avec des histoires et que peut-être qu'elle pouvait prendre le micro pour nous raconter what's up quoi. Donc voilà, j'étais bluffé là, bluffé. Effectivement, c'est ça qu'on veut un petit peu. Voilà des catcheuses qui ont de l'ambition et qui se contentent pas de matchs de remplissage ou qui attendent gentiment leur tour. Ouais. Voilà, il faut se positionner. Et Alexa Bliss l'a fait en gagnant son match d'une part et en faisant une promo ambitieuse, on va dire, pour se positionner. Elle va être déçue. Elle va être déçue la semaine prochaine quand on va la booker dans une bataille royale à 20 pour savoir qui sera la prochaine contacteur. C'est pas possible, effectivement, oui. Parce que, oui, ça va probablement se terminer comme ça. Oh, bref. On enchaîne avec, tu l'avais dit, alors, il y a eu une petite séquence backstage avec AJ Styles qui retrouve Logan Paul. Il dit, ouais, j'aime bien ce que t'as fait là tout à l'heure. Ça veut pas dire que je t'aime bien toi, mais j'aime encore moins le Miz. Donc, si tu pouvais... C'est une belle déclaration d'amour. Hein. Oui, ça fait plaisir, ça. Donc, si tu pouvais lui fermer son clapet à SummerSlam, ça nous rendrait service. Logan Paul, il a un show qui s'appelle Impulsive TV. Jeu de mots à mucho. Bravo Logan Paul. Alors il nous parle. Et là ça va être dur. Là jusqu'à je sais pas ça, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'effectivement on aurait dû se contenter de cette brawl parce que là je pense que Logan Paul était en train de perdre tout le momentum qu'il avait gagné grâce à la baston qui avait bien chauffé tout le monde. Mon amour pour les testicules en a pris un coup là, clairement. Ouais, là on était la testicule de trop. C'est peut-être la couille de trop. Ouais. On a abusé de la couille ce soir. Logan en plus il commence sa promo en parlant de son frangin, en lui disant qu'il va avoir un match au Madison Square Garden le week-end prochain et tout le monde fait ouh, regarde un foot de ton frère. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on en a un foot, sérieux. Ouais. Déjà que toi c'est borderline, alors ton frère. Voilà, on reparle encore des couilles du Miz, mais à la place du Miz, c'est Maryse qui vient défendre l'honneur de son mari. As-tu remarqué le petit sac à main de Maryse? Oui, bien sûr, j'ai vu. Voilà. Un sac à main en forme de deux ballons, de 2 balles, de 2 couilles, tout simplement. Tout simplement, métaphore filet qui continue. Ce petit filet qui les retient. Donc voilà, le sac à main qui pendouille aux mains de Maryse. C'est très drôle parce que bon, le sac à main en lui-même, c'est que ce soit un sac à main en forme de couille, c'est drôle, mais en plus, c'est Maryse qui tient les couilles de son mari. C'est drôle. Oui, bah oui.
Génial. Et c'est toute l'allégorie, en effet. Oui, c'était, je sais pas. C'était trouvé, Ouais. voilà, c'était bien fait. Quand Maryse se Ah déplace, oui, j'ai trouvé elle ça très arrive bien. Ouais, toujours c'est toujours très subtil, hein, façon, absolument. Maryse. Toujours dans la subtilité. Ouais. Déjà, on parle pas des couilles de mon mari comme ça à la télé. Il a une taille très standard de couilles, d'accord? Elles sont pas petites. Et puis ça va très bien, quoi, mince. Et puis le Miss débarque, il est habillé en rose, ils sont habillés, appareillés là tous les deux, tout en rose. Toujours. Ouais. Il dit oui, qu'on mesure ses couilles, comme tout le monde là dans cette arène, tout le monde mesure ses couilles, tout le monde sait voilà la taille de ses couilles, quoi. C'est quelque chose qu'on fait tous, que chaque homme fait quand il est seul dans la salle de bain. Il dit toi Logan, je suis tout donné. C'est quoi cette histoire? Tu m'embrouilles encore là? Je vais être clair avec toi. Je t'ai appris tout ce que tu sais. Tu vas avoir ton gros moment à SummerSlam, mais grosso modo, ça va pas être celui auquel tu t'imagines. Logan lui demande de se taire. Tu fais que parler. Je savais que tu avais des petites couilles. Maryse retire le micro, là, tape un coup dans le micro de Logan. Il dit bah voilà, t'as des plus grosses couilles que ton mari. Et là, Ciampa débarque pour attaquer Logan Paul. Et le Miz place un skull crushing finally sur Logan, et ça se termine avec des chants One More Time de la part du public. Oui, ce qui n'est pas Là, je forcément crois bon qu'on signe. on a tout défait ce qui avait été fait en début de show. Ouais, bravo. Bravo les gars, Félicitations. champions, mais que des champions, que des champions. À ce niveau-là, c'est presque ça relève du génie presque. Moi, je m'incline presque devant un tel travail de sabotage. C'est c'est impressionnant. Il faut être très très fort, hein, je pense, pour défaire à ce point-là une histoire qui était, somme toute, jusqu'ici bien fichue, sans prétention. Match d'attraction entre un petit nouveau là qui donne tout en plus pour essayer d'être vraiment le plus crédible possible. À la WWE, qui apporte son bagage mainstream, mais en même temps aussi son inexpérience, et donc le mettre face aux mises, ses finaux et les passes d'armes jusqu'ici avaient été plutôt bonnes, et on est plus ou moins client que moi sur les blagues de testicules et compagnie. Ça se laissait regarder, on va dire. C'était pas overkill comme ils peuvent dire parfois là. Mais là, justement, on était complètement dedans. C'est-à-dire que même pour moi, pour que j'arrête de rigoler à des blagues de couilles, il faut quand même que ce soit vraiment, vraiment très lourd. Et là, la couille était bien lourde. Ouais, non, mais c'était, enfin, c'est fini. C'est plus le moment. On a compris. C'était très rigolo. C'était l'angle pour amener un peu la rivalité, pour la faire vivre, pour donner 2-3 punchlines et tout. Mais là voilà, on est à quelques jours de SummerSlam, vous avez fait votre brawl, la foule était super chaude, terminé, bonsoir. Qu'est-ce que vous, c'était ultra gênant, franchement. Tu sentais qu'en plus Logan Paul, il était face à la promo de Maryse, il était là en train de se dire mais qu'est-ce que je vais répondre à ça. C'est catastrophique. Et limite j'ai trouvé que c'était plus drôle quand tu l'as re-raconté comme ça que sur le moment. Mais sur le moment, j'étais vraiment en train de me dire c'est pas vrai, mais pourquoi. Et donc bon bah écoute, voilà, segment ultra dispensable qui défait les choses. Logan Paul qui voilà, le public au final qui réclame un skull crushing finale de plus, ça veut tout dire, quoi. Ça m'a fait chier aussi de voir Ciampa encore une fois. Vraiment, voilà. De toute façon, voilà. Au final, on tourne en rond pour dire la même chose. J'aurais préféré qu'on reste sur cette image d'intro de Le Miz contre Logan Paul. Certes, il y avait Ciampa depuis plusieurs semaines, mais ce qui nous intéresse pour samedi, c'est Le Miz contre Logan Paul. C'était pas la peine de refinir encore avec le barbu en slip qui est au milieu de mecs en costard. Ça n'a aucune allure. Tu comprends pas. Donc non. Écoute, c'était raté. Bon bah écoute, je te rejoins complètement. Effectivement, on allait trop loin. Il n'y avait pas besoin de ça. Ils avaient fait le plus dur en plus de nous faire ça en début de show, donc c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est comme tu as dit, une belle masterclass de comment défaire et saboter la construction d'un match. En tout cas, l'ambiance pour l'excitation autour d'un match. Et c'était loupé, c'était raté tout simplement. Voilà, c'était raté. AJ Styles et Dolph Ziggler se sont trouvés des points communs. AJ Styles, finalement, il se trouve des points communs il aime bien les blonds, les blondinets, j'ai l'impression. Après Logan Paul, il allait faire copain avec Dolph Ziggler, puisqu'il y a eu de l'embrouille. Il y a eu de l'embrouille backstage avec la Alpha Academy.
Et tout ça se retrouve donc avec un match entre AJ Styles, Dolph Ziggler et l'Alpha Academy. D'ailleurs, j'avais trouvé la petite interaction dans le backstage qui était plutôt bien foutue, qui est avec les 4 zigotos, qui se retrouvent donc dans le ring. Dolph Ziggler, voilà, qui retrouve une nouvelle jeunesse, qui a un match à Monday Night Raw, Madison Square Garden. Si on lui avait dit ça il y a 3 mois, je suis pas sûr qu'il l'aurait cru. Mais voilà, on a un match qui a duré un peu moins de 10 minutes, même si une grosse page pub. Donc finalement, on n'aura pas vu énormément de ce match. On a Gable qui chope Ziggler dans le coin, AJ qui débarque, Otis qui débarque, un gros pelé kick sur Otis, Gable qui verrouille, qui se retrouve avec AJ Styles. Et puis, AJ Styles qui le repousse et Gable se bouffe un zigzag. 1, 2, 3. Victoire d'AJ Styles et Dolph Ziggler. Dans un petit match sans grande prétention qui pourrait presque se retrouver dans un pré-show si on avait encore des matchs dans les pré-shows à SummerSlam. Oui, c'est ça, exactement. Un match sans prétention. Je peux pas dire que j'ai spécialement kiffé, mais écoute, ok. Enfin, en fait, ok parce que je valide un petit peu l'idée générale du truc. Je trouvais que c'était bien fichu, encore une fois. J'aime beaucoup ce qui globalement depuis quelques semaines un peu l'écriture générale pour les mecs de la scène où il y a beaucoup de chassés croisés. C'est intéressant, ça faisait longtemps, je trouve que j'avais pas eu ce sentiment que toute l'émission est un peu interconnectée et que c'est pas juste des histoires qui se suivent en parallèle avec des œillères parce que Dolph Ziggler, on l'a vu un petit peu plus tôt dans l'émission, il a une histoire avec Theory, il vient de revenir et hop, tiens, d'un seul coup, il y a un petit angle qui est en train de se créer avec AJ Styles, AJ Styles qui de son côté, lui, a eu un petit angle avec Logan Paul, pas complètement innocent peut-être, on sait pas. AJ Styles, attention, et Dolph Ziggler qui fait équipe avec AJ Styles. AJ Styles, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a eu du bif avec Theory la semaine dernière, donc Dolph Ziggler, Theory, AJ Styles, patati patata. Donc tout ça s'imbrique bien. Et puis hop, tu saupoudres ça avec une bonne petite, toujours plaisir, moi je trouve, de voir Alpha Academy qui ont vraiment une bonne gimmick, un truc qui marche bien pour ce genre de segment. Donc voilà quelque chose d'assez organique qui se fait comme ça dans les travées de l'émission, une équipe qui se forme, des mecs qui ont plutôt des points communs, c'est pas complètement un truc de briquet de broc, contrairement à ce que dit Chad Gable, ce qui est plutôt une bonne remarque parce que c'est souvent aussi c'est une petite mise en abîme assez sympa parce que c'est souvent ce qu'on reproche aussi aux matchs tag team qui peuvent se booker un petit peu sans prévenir sur à Monday Night Raw. Donc voilà, c'est un joli petit ensemble avec une exécution et un service qui est pas forcément fantastique. Le match était pas dingo, mais écoute, voilà, je demande potentiellement à en voir plus et à voir comment tout ça évoluera entre les deux. Donc voilà, mais c'est plus la cohérence générale que je retiendrai là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Je m'étais fait la réflexion qu'effectivement, on retrouvait alors souvent les mêmes protagonistes, mais avec des configurations assez rafraîchissantes, assez fraîches, en particulier là dans cette mid-card un peu qui est en salle d'attente, tu sais. Tous ces mecs-là, AJ Styles, Ziggler, c'est des gars qui soit ont déclaré il y a quelques semaines qu'ils avaient des intentions un peu comme Alexa Bliss, toi. On félicite Alexa Bliss d'avoir partagé son ambition. Mais c'est tous ces mecs-là commencent à se positionner pour l'après SummerSlam et qui, du coup, finit toujours par à trouver l'embrouille, une bonne raison de se chicaner en weekly. Et puis, ça crée des interactions, ça crée des promos, ça crée des match-ups assez originaux parce que finalement, l'Alpha Academy contre AJ Styles et Dolph Ziggler. Bon, voilà, c'est pas forcément pas forcément ça la semaine dernière. Oui. Là, voilà, c'est pas forcément un carré que t'imaginais. Et puis ça donne souvent des bons matchs parce que c'est des bons workers avec un petit peu d'humour, voilà, quelques trucs bien, voilà, quelques répliques bien placées, soit en backstage, soit en sortie de match. Bon, voilà, j'ai trouvé que c'était effectivement ça avait plutôt bien sa place et que je salue comme toi le fait qui est un bon travail d'écriture et de booking, on va dire, général, avec des mecs des superstars qui continuent de vivre
en dehors de la title picture. Exactement. Bon, on va arriver à la vraie title picture, on va arriver au vrai main event, mon bon Giscal, puisque ce soir, Roman Reigns et les Usos auront une nouvelle fois donc une deuxième entrée, comme tu l'as dit tout à l'heure, une entrée qui va durer pareil 45 minutes, et ils affrontaient ce soir les Street Profits et Matt Riddle, les Street Profits qui d'ailleurs ont échangé quelques mots avec les Usos backstage sous le regard de Jeff Jarrett, qui sera notre arbitre spécial. Il les a remis un petit peu en place en disant fermez-la, hein, parce que si vous dépassez les bornes ce soir, je m'en souviendrai à SummerSlam, hein, donc peace, yoga les gars, tranquillou, et on se calme. Et puis donc on a un match ce soir, notre main event, la Bloodline affronte les Street Profits et Matt Riddle, dans un match énorme, hein, mon bon Giscal, puisque ça va durer tout simplement 20 minutes, 2 dizaines, la double dizaine pour le Madison Square Garden qui va se régaler. Alors un match à 6, on sait que WWE est experte en la matière, avec d'un côté les heels qui vont comme prendre le contrôle de la majorité du match, hein, mais avec évidemment des comebacks portés par la foule de la part des babyface. Alors on a déjà vu plein de fois les Usos et les Street Profits se mettre sur la tronche, donc il y a pas de souci, mais bon, là il y a Roman Reigns. En plus, c'est ça la vraie différence. C'est ça. Et puis Riddle qui est toujours aussi athlétique et puis qui est toujours aussi over, donc ça faisait plaisir également de le voir, d'autant plus qu'il a un match à SummerSlam, on verra ça un petit peu plus tard. Le Leo Tag hein, qui font soulever les cuisses des sièges. Et puis le RKO qui est contré par le chef tribal pour placer derrière le spear pour la victoire. 1, 2, 3, victoire après 20 minutes de la Bloodline dans un match plutôt compétitif, plutôt solide. Et derrière, Seth Rollins qui débarque. Voilà, le petit tête-à-tête avec son ancien frère du Shield. Et évidemment, le visionnaire, notre égérie de la mode, hein, Seth Rollins qui balance Riddle, qui le frappe avec les escaliers de fer, le Curse sur les marches, et tout ça dans les rires diaboliques de l'homme fou. C'est comme ça que se termine ce show, mon bon Giscal, un gros main event de méga superstar. Là, c'était le All-Star Game quasiment là. Ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la formule, c'est un peu la formule magique hein, de la WWE, ils savent très bien faire ces 3v3 de main event, très flashy, avec les gros finishes, les gros tags, les enchaînements de finishers et tout. Bon, ça c'est le main event de House Show transposé au weekly et qui dans une salle en plus comme le Madison Square Garden qui était ultra en feu, ça marche super bien. Donc ouais, bête de match, pas vu le temps passer, j'aurais pas dit que ça faisait 20 minutes, c'est vrai que c'était un gros match hein, pour des standards de weekly. Et puis à la fin, il ne manquait que lui. C'est vrai qu'il avait été plus que discret, carrément absent, ce qui est quand même très rare. Hein. D'habitude, il illumine l'émission de son rire diabolique. Donc voilà, Seth Rollins qui quand même ne pouvait pas ne pas passer faire un petit coucou au Madison Square Garden. Donc très beau point d'exclamation final. C'est original, plutôt rafraîchissant de finir d'une certaine manière, de ponctuer le go-home show de SummerSlam avec une image qui est plutôt relative à une feu de mid-card, hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire qu'on finissait plutôt sur l'image de Roman Reigns et de la Bloodline qui lève ses ceintures, mais non, ils ont fait le choix du Riddle au sol et du Seth Rollins triomphant, qui est un choix à la fois rafraîchissant et peut-être pas anodin, plutôt intéressant. Donc j'ai bien aimé le match, excellent. Riddle qui continue à bien asseoir sa place hein, dans ses interactions avec Roman Reigns était sympa. C'était cool de voir des petits callbacks du match qu'ils ont eu ensemble et puis du fait que Matt Riddle n'a toujours pas oublié. Mais Roman Reigns, lui non plus, il a pas oublié que c'était le plus fort, et donc il gagne à la fin. Bonne façon aussi de continuer à mixer un peu les Usos et les Street Profits. Encore une fois, on l'avait dit les semaines précédentes, une nouvelle combinaison.
Donc tout ça est très très bien. J'ai beaucoup aimé cette fin d'émission et on sort de là, on est chaud bouillant pour SummerSlam. Ouais, chaud bouillant, je suis d'accord avec toi. Là, c'était vraiment ce genre de gros match, là, de grosses affiches, avec que des main eventers dans toutes les catégories qui sont réunis avec voilà une belle formule qui fonctionne bien. Le Madison Square Garden, évidemment, mérité ce genre de gros match, de grosses affiches pour terminer. On a vu Roman Reigns entre les cordes. On a eu droit, écoute, à un beau main event pour un épisode assez riche. Et du coup, c'est l'heure du mot de la fin, mon bon Giscal. C'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode exceptionnel au Madison Square Garden à quelques jours de SummerSlam. Eh bien, écoute, j'ai sans surprise, j'ai passé une très 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 bonne soirée ce lundi soir, enfin plutôt ce mardi matin, on va pas se mentir, hein, je regarde pas en live non plus. Donc c'était excellent. J'ai pas vu de loupé, c'est-à-dire que je me suis même surpris à regarder le match féminin qui sans être dithyrambique, sans être fantastique, avait un rôle à jouer dans l'émission, ce qui était vraiment très rafraîchissant. Donc je commencerai par ma note qui est celle à l'aune de SummerSlam, un très bon go home show, j'ai trouvé. On était à fond dans SummerSlam, les lumières de SummerSlam, la chaleur de Nashville, Tennessee et les airs de blues nous arrivaient déjà d'ici. Donc je vais donner un 4 sur 5 à ce Go Home Show que j'ai trouvé extrêmement solide et avec un très beau finish. Mon flop ira sans surprise au seul vrai segment raté de l'émission qui est le segment de Logan Paul, Maryse et le Miz. Je ne vois pas trop d'autres choses à blâmer sur cette émission, si ce n'est peut-être l'exécution, comme on a dit un peu du beatdown de Mysterio, qui était un petit peu anecdotique. Et mon top, mon top, je vais continuer la tradition et je vais continuer à le donner à l'évolution de Austin Theory. C'est redondant, mais tant pis. J'ai trouvé que cette ouverture et cette première heure d'émission qui on n'a pas l'impression parce que il s'est fait bousiller pendant 1 heure, mais c'était encore une fois 1 heure d'émission qui était entièrement consacrée à Austin Theory, à son personnage, à son évolution. C'est subtil, c'est bien fait, c'est patient, c'est malin. Je trouve que c'est génial. Je prends énormément de plaisir à suivre son parcours depuis plusieurs semaines. Et là, j'ai trouvé vraiment que cette ouverture de show avec Roman Reigns et de le voir se recroqueviller comme le petit ado qu'il est encore d'une certaine manière. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et très prometteur pour la suite. Donc il aura une nouvelle fois mon top cette semaine. Bon, écoute, je vais pas être très 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 original non plus. J'ai trouvé que c'était un super épisode, un excellent Go Home Show bien concentré, avec en plus, tu l'as dit, ce sentiment vraiment d'assister à la construction tout simplement d'une superstar dans lequel on va investir énormément. Le sentiment aussi que enfin les scénaristes et les bookers se parlent, puisque voilà, on a des chemins et des destins un peu croisés qui font qu'on a une formule efficace avec des fils rouges, avec des interactions entre les superstars, avec des bons matchs, avec parfois des retours, avec voilà des bons moments à passer. Donc écoute, pour moi c'était un super épisode. Je donne également un 4, j'avais prévu de mettre un 4. Ça fait plaisir de redonner des 4, surtout à l'approche d'un pay-per-view comme SummerSlam. Donc j'ai trouvé c'était un excellent Go Home Show. J'aurais pu aller plus loin s'il n'y avait pas eu ce segment de Logan Paul. Je pense que si on s'était débarrassé de ça et puis qu'on a vu peut-être mis autre chose, je ne sais pas, mais j'aurais pu monter un petit peu plus haut. Bon, tu l'as déjà donné ton flop à cette séquence qui avait, parfaitement contre-productive. Du coup, moi, je vais la donner à la famille de Rey Mysterio, mon flop. C'est pas à tous ces gratteurs là, ouais, qui viennent bouffer là. Le mec se faisait tabasser pendant ce temps-là, il continuait à bouffer les petits fours. C'est assez honteux. Et mon top, allez, tu l'as donné. En vrai, je donne à Theory et à toute cette intro, toute cette première heure qui était assez incroyable.
Je vais quand même me faire plaisir. Je vais le donner au retour de Rhea Ripley que j'ai trouvé que j'aime Allez. bien. Ça me fait plaisir. Voilà, On est content pour elle. Un petit plaisir. Voilà, on est content pour Rhea. C'est comme ça que se termine notre analyse, mon bon Giscal. Il est temps de se quitter, mais pour ne manquer aucun épisode de Catch Up, c'est très simple. Il suffit de vous abonner. C'est simple et c'est gratuit. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres, mais également sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre flop, votre top et votre note. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Go Home Show de SummerSlam. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette première heure de Theory et de Roman Reigns. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très simple, Catch Up CDC sur Twitter, Instagram, Facebook. Le lien vers notre Discord où nous parlons catch, de lutte professionnelle, est dans la description. Il est temps également de vous préparer à pronostiquer, mon bon Giscal. Les pronostics vont bientôt être ouverts, donc commencez déjà à réfléchir aux différentes issues de la carte de SummerSlam. On vous préviendra évidemment quand les pronostics seront ouverts. La guerre des pronos va reprendre. Giscal, je te remercie une fois de plus pour ta présence, ta joie de vivre, ta bonne humeur et ta critique toujours aussi fine. Merci de m'avoir accueilli, Irem, pour ce magnifique show. Je suis très heureux de reviewer ce show avec toi au Madison Square Garden. Toujours un vrai plaisir d'être dans cette salle qui a une atmosphère particulière qui me met en joie. Voilà, nous sommes en joie. Le catch, c'est de la peine, mais c'est aussi de la joie. Le catch, c'est tout simplement la vie humaine. Allez, on se quitte. Sur ce mot, on se donne rendez-vous très bientôt pour le dernier SmackDown avant SummerSlam. Peut-être un pré-show de SummerSlam. Alors, c'est les vacances. Alors voilà, il faut savoir qui est là, qui n'est pas là dans le studio. Mais en tout cas, restez connectés. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. C'est comme ça déjà le jingle, non? Mais jingle de quoi? Si, l'outro là. Hein, ça. Ah oui, de Catch Up. Ok, j'attends. Tu l'as pas reconnu, c'est que c'était pas bon alors. Je l'ai reconnu une fois que tu m'as dit ce que c'était. Et ça, c'est les meilleures imitations, c'est souvent comme ça.